Raphaël Chevrier, donc, est une personne particulière puisqu'il a mélangé des activités scientifiques avec une thèse de doctorat au CEA et des activités plus littéraires ou journalistiques dans le journal Ciel et Espace qui vous raconte l'astronomie de façon mensuelle. Et il a rejoint ensuite donc Ariane Espace qui maintenant est devenu Ariane Group. L'espace continue. Ariane Espace. Ariane Espace, donc, qui est chargé de commercialiser les services de lancement que fournit l'Europe en général, Ariane et ses différents lanceurs dont il va nous parler maintenant. Bonjour à toutes et à tous. Donc, les premières images que vous allez voir montrent la séparation d'un satellite dans l'espace. Séparation du satellite GSAT-30. And we have separation of the GSAT-30 satellites. Great news. Ariane 5 has delivered her second passenger, GSAT-30, over the Indian Ocean. Over the Pacific. Oh, the Indian Ocean, my apologies. So congratulations to everyone at ISRO and across India. Best wishes as you now take charge of... En regardant ces images, poser une question en préambule de la présentation. Est-ce que finalement, en regardant ça, il y a des raisons objectives pour qu'un lancement ne se passe pas comme prévu? Est-ce que le hasard ou les aléas ont leur place dans l'exécution d'une mission spatiale? Donc, je vais commencer d'abord par rappeler le rôle de l'expérience dans la bonne exécution d'une mission spatiale. Ariane Espace a 40 ans, un peu plus d'expérience, et apprend lancement après lancement à repousser au maximum cette notion d'aléa et de hasard. Je vais ensuite présenter la façon dont les équipes s'organisent pour préparer une mission de telle sorte que nous ne laissons absolument rien au hasard. Et ensuite, je vais parler d'Ariane 6 et de Vega C, qui est la nouvelle gamme de lanceurs d'Ariane Espace qui arrive l'année prochaine et qui vont au maximum anticiper les évolutions du marché, celles qui sont attendues et celles qui le sont un peu moins. Donc Ariane Espace est une entité qui commercialise une série de 3 lanceurs qui a été créée en 1980 dans le but d'asseoir le secteur spatial européen sur le marché commercial en complément de son rôle premier qui était de délivrer un accès à l'espace indépendant pour l'Europe et ses institutions. Donc Ariane Espace, en quelques chiffres et en quelques mots, c'est une création en 1980, c'est plus de 900 satellites qui ont été envoyés dans l'espace jusqu'à aujourd'hui, c'est 3 sites de lancement. Donc le principal qui est situé en Guyane française à Kourou, c'est là où nous opérons nos 3 lanceurs. Au Kazakhstan, donc à Baïkonour, qui est aussi donc un pas de tir de référence où nous opérons le lanceur Soyouz dans le cadre de la coopération avec la Russie. Et puis le nouveau venu Vostochny, qui est situé en Russie, qui nous permet d'accélérer le déploiement d'une constellation qui s'appelle OneWeb, j'y reviendrai, également avec le lanceur Soyouz. Et puis nous avons 3 bureaux à l'étranger, donc un à Washington, un à Singapour et un à Tokyo, qui nous permettent d'avoir une présence commerciale dans ces régions, et puis un QG à Évry, en région parisienne. Ariane Espace est une filiale d'Ariane Group, qui construit la fusée Ariane, mais Ariane Espace opère l'ensemble des 3 lanceurs, donc garde une entité propre et une indépendance vis-à-vis de la commercialisation de ces lanceurs. Et le reste de ces actionnaires est décliné et finalement représente le secteur spatial européen dans son ensemble, avec l'ESA et le CNES qui nous accompagnent depuis le début des programmes à nos côtés. Donc Ariane 5, je l'ai dit, a été introduite en 1979. Il est d'abord dédié au déploiement des satellites de télécommunications, donc sur l'orbite géostationnaire, à 36 000 km de la Terre. Nous avons aussi utilisé ce lanceur pour déployer une partie de la constellation Galileo, qui est la solution de navigation européenne par satellite. Et puis nous avons développé et déployé des missions scientifiques emblématiques de sciences et d'exploration. Là, je prends quelques exemples. Nous avons déployé par 5 fois entre 2008 et 2014 les missions Cargo ATV qui étaient destinées à ravitailler la Station spatiale internationale. Nous avons envoyé en 2004 la sonde Rosetta qui a atteint
la planète Tchouri 10 ans plus tard et qui a envoyé son petit robot Philae. Et puis nous avons envoyé en 2018, donc récemment, la sonde Bepi Colombo en direction de la planète Mercure, qui est la plus proche du Soleil. Et nous avons effectué en tout 109 lancements. Et puis deux rendez-vous très importants qui arrivent à la fin de cette année, le lancement du télescope spatial James Webb dans le cadre d'une coopération avec la NASA. C'est le plus gros télescope spatial jamais envoyé dans l'espace. C'est un énorme programme qui est développé depuis 10 ans et qui va étudier donc l'univers profond en remplacement du satellite Hubble avec beaucoup plus évidemment de détails et de précision. Et puis la sonde JUICE qui va être envoyée un petit peu plus tard en direction des planètes glacées des lunes glacées de la planète Jupiter, qui sont des mondes absolument fascinants, encore largement inexplorés, et où certains chercheurs s'attendent à découvrir des formes de vie assez fascinantes. Le lanceur moyen gamme Soyouz, qui en fait a été lancé pas 57 fois, mais 58 fois, puisqu'on a eu un lancement qui s'est révélé être un succès hier soir, pour le déploiement de 36 satellites supplémentaires pour la constellation OneWeb, qui est une constellation composée de centaines de satellites qui font un maillage autour de la Terre en orbite basse, au service de la télécommunication et de la connectivité à Internet. Ce Soyouz est largement et intensivement utilisé pour déployer cette constellation. Il a été aussi utilisé pour déployer la constellation de navigation européenne Galileo, et puis aussi quelques missions scientifiques et d'exploration avec Gaia, Mars Express et Vénus Express qui se sont envolés vers ces deux planètes. Et enfin, le lanceur léger Vega, qui a été introduit en 2012 au Centre spatial guyanais, qui dessert beaucoup plus les orbites basses pour des satellites d'observation de la Terre, typiquement. Donc, nous avons déployé la majeure partie du programme Copernicus de la Commission européenne et de l'Agence spatiale européenne, avec des satellites qui s'appellent Sentinelle. Nous avons envoyé quelques satellites qui étaient dédiés au monitoring et au suivi du changement climatique. Le dernier en date était Aeolus, qui a été envoyé en 2018, si mes souvenirs sont bons, et qui était destiné à étudier le profil des vents dans l'atmosphère. Et puis, là aussi, des missions scientifiques, mais surtout de démonstrations technologiques, telles que l'ESA Pathfinder pour la science fondamentale, et puis IXV, qui était un démonstrateur de réentrée atmosphérique, qui a donc été lancé dans les premières missions du lanceur Vega. Je l'ai dit en préambule, une mission spatiale, ça se travaille très longtemps en avance, de façon à ne rien laisser au hasard. À vrai dire, depuis la signature du contrat, c'est-à-dire environ 2 ans avant le décollage, jusqu'à la toute fin de la mission du lanceur en orbite, c'est-à-dire sa désorbitation, je vais y revenir tout à l'heure, nous préparons méticuleusement la mission pour éviter de se retrouver confrontés à des aléas malheureux. Donc une mission, là je vais vous montrer une mission, une campagne de lancement en Guyane française d'Ariane 5 qui débute finalement par l'arrivée par bateau sur les côtes de l'étage principal, qui fait quand même 30 mètres de long, qui est rapidement suivi par l'arrivée des satellites, généralement en avion, qui sont transférés dans des salles blanches, qui sont inspectés méticuleusement, qui sont remplis en carburant. Ensuite, vous allez avoir, on va ériger l'étage principal d'Ariane 5 en position verticale, dans un bâtiment qu'on appelle un bâtiment d'intégration lanceur. On va lui coller les 2 boosters qui vont apporter la propulsion principale pour extraire le lanceur de la gravité terrestre. On va mettre le 3e étage, qui est l'étage supérieur. On va ensuite intégrer les satellites. On va les enfermer sous une coiffe qui va les protéger lors de la traversée du lanceur dans l'atmosphère. Donc ça les protège des frottements de l'air. On va intégrer tout ça, ce qu'on appelle le composite supérieur, sur le lanceur, et le tout va être transféré sur des rails, donc encore une fois à la position verticale. La vitesse est très très réduite, c'est une manœuvre qui prend du temps pour ensuite arriver au pas de tir et procéder au décollage. Donc,
Le début de la chronologie finale intervient à peu près 11h30 avant le lancement. C'est une étape absolument clé qui va permettre, à travers une série d'actions et de vérifications, de vraiment s'assurer que nous sommes dans les conditions idéales pour effectuer le lancement et obtenir l'autorisation de lancer. À 5 heures, environ 5h05 avant le décollage, on fait un premier point météo qui est absolument crucial, qui va permettre de vérifier surtout les vents en altitude qui peuvent être problématiques dans le cas d'une anomalie lors du décollage, d'une destruction du lanceur, et ces vents en altitude pourraient ramener des débris sur les populations locales. Évidemment, on ne prend aucun risque. Ces vents-là, c'est sans doute l'aléa auquel nous sommes confrontés le plus important, en tout cas contre lequel on ne peut pas faire grand-chose, et qui généralement peut être source de report de lancement. On fait un dernier point météo 10 minutes avant le lancement. Pour autant, la Guyane reste quand même assez bien localisée sur le globe, puisque nous sommes ouverts sur la mer. Ça veut dire qu'on est capable de faire des lancements à la fois vers l'est et au nord, en direction de la mer, donc sans prendre de risques pour les populations locales vis-à-vis des retombées d'un lanceur dans le cadre d'une mission qui ne se passerait pas comme prévu, justement. Et puis, à 7 minutes avant le décollage, vous avez ce qu'on appelle le début de la séquence synchronisée. C'est une séquence qui peut être arrêtée, mais qui ne peut pas être reprise. C'est-à-dire que là, pendant cette séquence, on va vérifier une à une plein de paramètres qui permettent de verrouiller petit à petit le système de lancement. Là, je vous ai montré un petit tableau de bord avec des signaux verts qui correspondent par exemple au bon état de fonctionnement du segment sol, à bord du lanceur, au niveau des satellites, au niveau de la météo. Et si quelque chose se passe mal, eh bien, ces voyants passent du vert au rouge. Là, j'ai pris un exemple d'une météo qui était passée au rouge. Et à ce moment-là, la séquence synchronisée s'arrête. Et si la météo repasse au vert, nous devons recommencer à 7 minutes avant le décollage. Pour se donner toutes les chances de réussir, généralement, il y a certaines missions, typiquement les missions vers l'orbite géostationnaire, où on peut prévoir une fenêtre de lancement, c'est-à-dire qu'on peut, par exemple, typiquement entre 45 minutes et 1h30, on peut faire plusieurs tentatives de séquences synchronisées. Et si la météo, par exemple, ne s'est pas remise au vert, eh bien, on est obligé de décaler le lancement au lendemain. Et puis, 4 secondes avant le décollage, c'est l'ordinateur de bord qui prend totalement le contrôle du lanceur, du lancement et de toutes les séquences. Et avant l'allumage donc, du moteur Vulcain, qui est le moteur principal d'Ariane 5, à H0, et 7 secondes plus tard, l'allumage des boosters à poudre qui vont littéralement faire s'envoler le lanceur dans les cieux. Et à partir de ce moment-là, évidemment, le sort des satellites et de la mission est joué. Les équipes n'ont plus vraiment la main sur le bon déroulement de la mission. Donc très rapidement, les séquences de vol, environ 2 minutes, donc là on va tirer vers l'est, environ 2 minutes après le décollage, vous avez les 2 boosters qui auront fait leur travail. On va les séparer pour se délester de poids mort qu'ils représentent. Ensuite, on a dépassé les limites de l'atmosphère, donc c'est la coiffe qui va se séparer à nouveau. 8 minutes environ après le décollage, vous avez l'étage principal qui a fait là aussi son travail, on va le séparer. Et c'est l'étage supérieur, le 3e étage, qui va poursuivre la mission. Donc on va avoir une phase balistique d'une vingtaine de minutes qui va apporter les satellites vers leur orbite de transfert pour les séparer sur la bonne trajectoire, en tout cas la trajectoire souhaitée, avec la séparation du premier satellite. Généralement, on fait du lancement double. Là, j'ai pris l'exemple qui est peu courant d'un lancement triple où vous aviez 2 satellites stackés en position haute. Vous allez avoir la séparation de la structure qui sépare normalement les 2 satellites dans l'espace, suivie de la séparation du 2e satellite en position basse d'Ariane 5. Et ces satellites vont ensuite rejoindre, par leurs propres moyens, l'orbite opérationnelle sur donc l'orbite géostationnaire.
Je voulais aussi mentionner le fait que les petits points, les villes que vous avez pu voir s'allumer sur le globe, ce sont des stations de visibilité qui permettent finalement de garder une visibilité dans toutes les phases dynamiques de la mission du lanceur, au cas où il y aurait un pépin, pour pouvoir intervenir, l'intervention et évidemment la destruction du lanceur si jamais on constate une trajectoire, une anomalie dans la trajectoire, etc. Donc c'est très important, nous avons une loi française spatiale qui nous impose, et fort heureusement, de garder une maîtrise de la visibilité du lanceur et qui contraint également donc, la trajectoire que nous pouvons apporter et la façon dont on construit la mission. Et ces images sont quand même... non, je pense que ça ira. Merci. Je ne me lasse pas de regarder ces images. J'aurais bien aimé être à la place du passager. Ce qu'on fait aussi, à la fin de la mission, pour ne rien laisser encore une fois au hasard, c'est que nous conservons une capacité pour rallumer les moteurs. En tout cas, c'est ce qu'on va faire avec Ariane 6 et Vega C, pour pouvoir désorbiter l'étage supérieur qui a séparé les satellites dans l'espace. Finalement, désorbiter, ça veut dire qu'on le fait re-entrer dans l'atmosphère, il va s'y consumer. Et en faisant ça, on s'assure de ne pas laisser de débris derrière nous. C'est là aussi une exigence de la loi française spatiale, qui est une des lois les plus vertueuses dans le secteur international. Et en faisant ça, on s'assure aussi qu'on ne laisse pas de débris derrière nous. C'est-à-dire que la loi prévoit normalement la protection de deux zones, la zone A et la zone B, la zone A étant finalement l'orbite basse située entre 0 et 2000 km d'altitude, et puis la zone B qui entoure l'arc géostationnaire où sont envoyés les satellites de télécommunication. Donc c'est très important d'effectuer ces manœuvres de fin de vie. Ça nous coûte un petit peu de performance, mais c'est aussi le coût de pouvoir faire des missions propres en ne laissant pas de débris derrière nous. Et je voulais aussi mentionner le fait que en rallumant à un endroit précis au-dessus de la Terre, on maîtrise vraiment l'endroit où l'étage supérieur fait sa rentrée dans l'atmosphère, et on évite les situations qu'on a vues il y a quelques semaines avec un étage chinois d'une vingtaine de tonnes qui avait amorcé son retour vers la Terre de façon totalement incontrôlée, et les gens ne savaient pas prédire où exactement il allait réatterrir, puisqu'en plus c'était un étage absolument énorme. En parlant d'Ariane 6 et de Vega C, je l'ai mentionné, nous avons vraiment pensé ces lanceurs de façon la plus flexible et modulaire possible pour pouvoir anticiper le marché des satellites dans les décennies qui arrivent. Donc Ariane 6, je l'ai dit, c'est deux versions, hein, une version avec 2 boosters, une version avec 4 boosters. Ça joue évidemment sur la performance globale et la capacité de lancement du lanceur. Et Vega C, qui est une version améliorée du lanceur Vega actuel. Ce sont des sortes de couteaux suisses du spatial. J'aime bien employer cette expression, puisqu'on peut envoyer par exemple des satellites en lancement dédié, donc des satellites tout seuls. On peut envoyer des lancements avec 2 gros satellites, des lancements doubles un peu standard, c'est ce que fait Ariane 5. On peut envoyer des gros satellites scientifiques qui nécessitent un aménagement un peu spécifique sous la coiffe. On peut adresser des missions de type ravitaillement, des missions lourdes en orbite basse. Et surtout, et j'y reviendrai, c'est un lanceur qui a vraiment été pensé pour adresser le marché des constellations, et notamment des méga-constellations en orbite basse dédiées à Internet. Et puis, Vega, lui, il est capable de lancer des satellites, principalement donc pour l'observation de la Terre,
de plus de 2 tonnes en orbite basse et des petits satellites en configuration partagée, là aussi j'y reviendrai, pour pouvoir optimiser le remplissage du lanceur. Donc je le disais, Ariane 6, c'est vraiment un lanceur qui a... Ariane 6, c'est vraiment un lanceur qui a été pensé pour adresser le marché des constellations, c'est ce que cette vidéo montre, et elle a plusieurs atouts pour faire ça. D'abord, elle a une plus grande capacité d'emport que sa petite sœur Ariane 5 et un plus grand volume sous coiffe. Ça permet d'embarquer le plus de satellites possible sur un même lancement. Par exemple, pour vous donner un exemple, pour le déploiement de la constellation OneWeb, Ariane 6 serait capable d'embarquer plus de 70 satellites à la fois, alors que c'est la moitié pour le lanceur Soyouz. Et puis, Ariane 6 a une capacité de rallumage de son état supérieur, ce que n'avait pas Ariane 5, qui permet d'effectuer des missions complexes et de déployer les satellites à différents endroits de l'espace, puisqu'évidemment, on ne va pas déployer les 70 satellites au même endroit. Donc là, par exemple, on déploie une grappe de satellites sur une orbite. On va faire des petites manœuvres, par exemple, d'orientation pour déployer le reste sur donc une autre orientation sur la même orbite. Là, on va voir le lanceur tourner. Donc, on va poursuivre le déploiement. Et puis ensuite, on va rallumer les tâches pour se mettre carrément sur une autre orbite, faire un petit changement d'inclinaison et déployer le reste des satellites sur cet autre endroit de l'espace. Et puis, le dernier atout d'Ariane 6, c'est aussi d'avoir une capacité de longue phase balistique, puisque ce type de mission est généralement beaucoup plus longue que celle qui consiste à envoyer un satellite sur l'orbite géostationnaire. Pour vous donner un exemple, le lancement qui a été effectué avec Soyouz hier, il a duré plusieurs heures contre 30 minutes typiquement pour un lancement vers l'orbite géostationnaire. Et puis voilà, vous avez ensuite la maîtrise pour faire de la désorbitation contrôlée pour que l'étage supérieur et son adaptateur puissent se consumer dans l'atmosphère. Et puis, je l'ai mentionné, avec Ariane 6 et Vega C, nous avons aussi pensé des solutions de véritable covoiturage dans l'espace pour les petits satellites, qui est un marché en forte dynamique, des satellites d'une dizaine de kilos jusqu'à des satellites de plusieurs centaines de kilos, qui peuvent être aménagés dans des structures qu'on appelle des structures d'emport multiples. Donc, c'est le Small Spacecraft Mission Service pour Vega C et le Multi-Launch Service pour Ariane 6, et qui permettent vraiment d'embarquer des clients différents et de faire plusieurs arrêts dans l'espace, vraiment comme un covoiturage. Pour vous donner un exemple, le premier vol SSMS qu'il y a eu en 2020 avec Vega avait embarqué 53 satellites différents pour 21 clients différents. Ce qui est quand même quelque chose d'assez énorme, surtout dans la gestion des interfaces avec le client et avec chaque satellite. Et ces satellites avaient été déployés à différentes altitudes en orbite basse. Et puis je voulais aussi mentionner le fait que lors de Vivatech, l'événement dédié à l'innovation qui a eu lieu il y a quelques semaines, eh bien, nous avons mis en ligne une sorte de configurateur de vol où les startups qui ont un petit satellite à lancer, un CubeSat, peuvent rentrer quelques paramètres et identifier très rapidement le prix de lancement et la prochaine opportunité de lancement qui va s'offrir à eux. Et nous avons à cette occasion lancé un concours pour offrir une place à bord d'une start-up, à bord de nos lanceurs à une start-up, et le gagnant avait été, là aussi, annoncé pendant cet événement. Et puis, la décennie 2020-2030, elle va être marquée également par des importantes innovations, de sorte que finalement, une Ariane 6 en 2030, elle va être assez différente d'une Ariane 6 qui va voler l'année prochaine. Je mentionne 3 exemples. Le premier, c'est le moteur Prometheus qui va être propulsé avec un mélange de liquide, oxygène et méthane, qui est produit massivement avec des nouvelles technologies à base d'impression 3D et qui va être 10 fois moins cher à produire que l'actuel Vulcain qui équipe Ariane 5. Et puis des démonstrateurs de la réutilisation
tel que le projet Thémis, qui est en cours de développement par Ariane Group, et enfin, qui pourrait équiper les lanceurs de demain, et puis enfin, le développement de matériaux beaucoup plus légers, par exemple ici en fibre de carbone, qui pourrait équiper les étages du lanceur. Ça permettrait de mettre à profit ce gain de masse au profit donc des satellites, pour embarquer plus de satellites à même capacité de propulsion pour la fusée. Et puis j'en ai bientôt fini. Je voulais juste mentionner qu'aujourd'hui, vous avez de fortes évolutions dans le secteur de l'exploration spatiale, et nous nous préparons pour jouer un rôle majeur dans ces nouvelles aventures, notamment la nouvelle vague d'exploration de la Lune, où nous proposons là aussi un covoiturage pour des petits landers d'ici 2025 qui iront se poser à la surface de la Lune. L'Agence spatiale européenne est en train d'étudier et de développer des missions de type ravitaillement pour apporter du matériel à la surface de la Lune, dans la perspective d'une présence humaine beaucoup plus pérenne, avec la mise en place de ce qu'on appelle le Lunar Gateway, qui est une station spatiale internationale, finalement, qui serait non pas en orbite basse, mais autour de la Lune. Et puis, je voulais finir par une dernière mission qui, je trouve, tout à fait fascinante, puisqu'elle se déroule sur plus de 10 ans. Elle a commencé en 2020 avec le lancement de Persévérance sur la planète Mars, qui va aller creuser et récolter des échantillons à la surface. Une autre mission va être lancée, là aussi, par les Américains en 2026, pour aller récolter ces échantillons et les renvoyer en orbite basse. Et cette fois-ci, le troisième lancement, c'est une Ariane 6 qui va l'effectuer, qui va envoyer un orbiteur récupérer ces échantillons en orbite martienne et les récupérer sur Terre en 2031. Et j'espère que toutes ces missions d'exploration, cette fois-ci, va nous réserver beaucoup plus de surprises et laissera beaucoup plus la place au hasard que pour un lancement. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je suis tout à fait disponible pour recevoir vos questions. Bonjour. Vous avez cité une loi française, uniquement française, pour le fait de récupérer tous les étages pour que ça revienne sur Terre. Et en fait, on parle de stations internationales, de missions européennes, et on a une petite loi française qui dit qu'il faut récupérer nos affaires. Je trouve que c'est un petit peu hors contexte ou pas à l'échelle de ce qu'on devrait faire, non ? Il n'y a pas de coopération, de choses européennes, à minima, voire internationales, sur ce genre de problématique. Alors, avant peut-être de mentionner toute cette nouvelle vague d'exploration et de récupération, je pense qu'il y a un enjeu de durabilité de l'utilisation de l'espace que vous mentionnez, qui est vraiment concentré sur les grands projets de méga-constellations qui sont envoyés en orbite basse. Donc nous déployons la méga-constellation OneWeb, qui est située à 1200 km d'altitude et qui est composée de centaines de satellites et qui intègre effectivement ces exigences de pouvoir débarrasser le passage après avoir délivré leur mission. Mais vous avez aussi des méga-constellations qui sont sur des orbites beaucoup plus basses, qui posent d'ailleurs des problèmes à certains astronomes pour étudier le ciel, qui sont composés, eux, de plusieurs dizaines de milliers de satellites. Évidemment, plus vous vous rapprochez de la Terre, plus l'espace est saturé, et ça pose des vrais problèmes de durabilité de l'utilisation de l'espace. Et donc, nous avons, avec la loi spatiale française, des règles qui sont extrêmement strictes pour pouvoir mener les missions spatiales de façon durable, de sorte à ne pas laisser de satellites et d'éléments lanceurs en orbite. Ce n'est pas forcément le cas de nos concurrents. Et puis il y a cette espèce d'état d'esprit, le premier arrivé, le premier servi, une sorte de Far West, finalement, de l'espace, surtout autour de l'orbite basse. Et donc oui, c'est vrai que les agences spatiales, au niveau des coopérations, ont peut-être un petit train de retard par rapport
à la façon d'édicter des règles, surtout sur l'utilisation de l'orbite basse, puisque l'enjeu c'est quoi? C'est qu'à la fin, on puisse tout simplement plus utiliser l'espace pour délivrer des services. Donc l'idée n'est pas d'arrêter de délivrer des services, mais d'essayer de le faire de façon durable. Et donc, oui, aujourd'hui, moi ce que je constate, en tout cas à notre niveau, c'est que les choses bougent. L'Agence spatiale européenne a récemment lancé une sorte d'initiative qui permet finalement de noter tous les acteurs spatiaux en fonction des bonnes pratiques qu'ils observent dans la bonne exécution de leur mission spatiale, que ce soit du lanceur ou les satellitiers. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Je pense qu'on va devoir aller beaucoup plus loin. Mais tout ça est une question, effectivement, de coopération qui, malheureusement, ne se fait pas du jour au lendemain, alors que cette colonisation de l'orbite basse, elle s'est faite très rapidement. Et donc, voilà. Pour donner un autre exemple, effectivement, on a un petit manque de législation au niveau de l'orbite basse, mais par contre, l'orbite géostationnaire, qui, elle, est utilisée depuis très longtemps, est extrêmement bien gérée. Vous avez plein d'entités qui allouent les positions orbitales, allouent les fréquences. Les demandes sont faites 7 ans en avance, donc par les opérateurs de satellites. Donc vous avez une règle du jeu qui est très bien fixée pour l'orbite géostationnaire et une sorte de ruée vers l'or spatial pour l'orbite basse qui nécessite, je suis tout à fait d'accord avec vous, que les agences se mettent en mouvement pour pouvoir gérer ces problématiques. Alors, très rapidement, un tout petit complément. Hein. Donc, il faut savoir, donc, quand j'étais petit, j'étais dans une agence spatiale. Et donc, il faut savoir que le problème des débris est géré par un groupe de travail de l'ONU qui siège à Vienne et où les choses sont discutées. Lorsque ça a été discuté, on parlait principalement de débris de lancement institutionnel de grosses choses. Et les superconstellations sont arrivées beaucoup plus tard. On parlait de quelques satellites par an, pas de dizaines de milliers de satellites en orbite basse. Et il est certain que l'arrivée des superconstellations a beaucoup changé les règles du jeu, alors que ça n'a pas été suivi par la législation, par les recommandations et les traités internationaux. Bien entendu, normalement, actuellement, en orbite, c'est la loi spatiale française et c'est la recommandation de ce groupe de travail, un satellite à moins de 2000 km, si je me rappelle bien, doit être désorbité en moins de 25 ans. On doit s'arranger pour cela. Et donc, par exemple, sur un satellite qui s'appelait Microscope, on a testé une nouvelle méthode. C'était un satellite en orbite relativement basse, il devait être à 400 km, quelque chose comme ça d'altitude. On a déployé des bras gonflables pour que le petit frottement résiduel le fasse descendre progressivement et qu'on puisse descendre en moins de 25 ans au sol. Donc, il y a un travail qui est fait. Mais bien entendu, les méga-constellations ont été faites par des cow-boys du Far West, effectivement, qui ne se préoccupent absolument pas de cet aspect-là. Et donc, c'est vrai que ça pose un problème, et ce problème était encouragé à l'époque, donc il n'y a pas très longtemps, par le gouvernement américain, qui privilégiait toujours l'initiative privée par rapport à la législation nationale ou internationale. Donc ça, c'est un fait malheureusement incontournable. Je préciserai aussi que la loi spatiale française, si je ne m'abuse, est aussi la seule qui a une valeur juridique dans le secteur spatial. Aux États-Unis, il y a quand même le Space Act qui a valeur légale. Le problème, c'est que, à mon niveau, comme au niveau de nos agences, on n'a pas une visibilité très nette sur les législations et l'application des législations avec les autres états de lancement, qui sont quand même de plus en plus nombreux, hein, puisque maintenant, vous avez bien entendu, avec des lanceurs fréquents, Chine, Russie, Inde, et puis des lanceurs moins fréquents, qui sont l'Iran, la Corée du Nord, etc., qui lancent quand même des satellites et qui rentrent dans ce cycle très général et très vertueux. Donc effectivement, à chaque fois qu'une activité humaine se développe, eh bien, elle fait face à des problèmes à régler et des organisations. Sinon, on risque d'avoir des problèmes. Bon, je synthétise. Allez. Bien entendu, le hasard n'a pas sa place dans le lancement parce que on a des des milliers de pièces dans un lanceur. Et on a des milliers de pièces qui sont soumises à des contraintes phénoménales, même si ça dure très lentement. Un lancement, c'est 30 minutes.
Le coût d'un lanceur à Ariane 5, alors il ne faut pas qu'il écoute parce que c'est à peu près 120 millions d'euros, hein, quelque chose comme ça. 120 millions d'euros ou 150, ça dépend un peu de sa formule, mais 120 millions d'euros pour 30 minutes. C'est du jetable cher quand même. Hein. D'accord ? Et donc, mais par contre, ce qui est précieux, c'est ce qu'il y a en haut du lanceur. Et quand on va lancer le James Webb, d'accord, on est à 9 milliards pour la partie américaine. Grosso modo, les instruments, etc., il y a 1 milliard supplémentaire. Donc on est à 10 milliards au bout d'un petit lanceur qui ne coûte pas si cher que ça et qui va durer une trentaine de... Alors ça dure peut-être un peu plus longtemps parce qu'il se prépare pour aller vers le point de Lagrange, mais grosso modo, c'est quand même beaucoup. Donc c'est un lanceur qui est essentiel et qui transporte une cargaison hyper précieuse. Je ne parle pas d'êtres humains puisque Ariane 5 n'est pas faite pour ça. Bien entendu, rien ne doit être laissé au hasard. Et c'est ce qui coûte cher. C'est qu'il faut qu'il y ait de l'intelligence qui travaille et qui prépare les objets. Il faut qu'il y ait de l'intelligence humaine qui contrôle systématiquement chacune des pièces. Et puis après, il faut qu'il y ait de l'intelligence humaine qui les assemble, et encore de l'intelligence humaine qui contrôle ce qui a été assemblé, et puis des gens qui contrôlent ce qui contrôlent. Parce que, au moment du lancement, la réponse est binaire. Yes or not. Et c'est ce qui nous a été montré de façon très intéressante. Hein. Oui, quand ça se passe bien, la joie éclate. Quand ça se passe mal, c'est le lanceur qui éclate et il n'y a plus de joie. Et je fais partie des gens qui ont eu la malchance d'assister de très près à des échecs de Soyouz, pas des Soyouz lancés par Ariane Group, mais des Soyouz lancés par les Russes, dans une base militaire à Plesetsk. Et je peux vous dire que c'est démoralisant, ça jette un froid et qu'il faut de l'assistance psychologique, hein, parce que chaque lancement est un moment d'émotion. Et je pense que tous les gens qui ont... alors, je pense que notre interlocuteur a vu plus de lancements que j'ai pu en voir. Moi, j'ai assisté à une trentaine de lancements à peu près dans ma vie. À chaque fois, c'est une émotion. À chaque fois, c'est un tremblement. Parce qu'on sait bien que le moindre petit grain de sable qui se trouverait là, non pas par hasard, mais par erreur, provoquera une défaillance. Et justement, dans le lancement, comme dans toute l'industrie spatiale, parce que c'est la même chose pour les aspects satellites, il n'y a pas de place au hasard, parce qu'il n'y a pas de place à l'erreur. Et c'est à ça qu'il faut un peu retenir, c'est que non, dans le lancement, il n'y a pas de hasard. Dans les satellites, il n'y a pas de hasard. Dans la mission de retour d'échantillons martiens, qui est assez chère à mon cœur, il n'y a pas place au hasard, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de place à l'erreur. Et je crois que c'est ça, c'est que non, là, il n'y a pas d'accident par hasard.